Bienvenue à Vision 360, moi c'est Jean-Pierre Péka et dans cet nouvel épisode de la série des 6 vidéos consacrées à l'immobilier au Cameroun, nous parlerons des matériaux locaux et écologiques utilisés dans ce pays et plus généralement en Afrique subsaharienne. Pour rappel, nous publions un livret intitulé « Réussir tous vos investissements immobiliers au Cameroun » qui est disponible à la demande. Dans cet échange, nous serons entourés de 3 spécialistes des matériaux locaux que je vous laisse découvrir dans la suite de cette vidéo. Bienvenue à cette nouvelle édition de Vision 360. Aujourd'hui, nous parlons des matériaux écologiques utilisés au Cameroun et plus généralement en Afrique subsaharienne. Pour cet échange, nous avons un petit panel de personnes qui ont bien voulu nous apporter des éclairages sur les matériaux locaux en région subsaharienne, comme je disais, ou plutôt en zone tropicale. Et donc, on a M. Robert Dimé, qui est chef de département construction à la Mipromalo, l'ingénieur de génie civil Pascal Bicoy, et puis l'ingénieur de génie civil aussi, M. Nawa Polichel. Donc, ils seront les panélistes de ce jour pour nous parler des matériaux locaux. Sans plus tarder, je vais laisser à tour de rôle chacun se présenter et nous dire ce que vous faites. Ah oui, comme vous avez, merci de m'accorder la parole. Je suis M. Bidine Robert, je suis ingénieur de génie civil, diplômé de CADER, centre de construction de terre qui est basé à Grenoble. Actuellement, j'occupe le poste de chef de département depuis presque 10 ans. Je suis chef du département des études de la construction à la mission de promotion des matériaux locaux. La Mipromalo, c'est un institut du ministère de la Richesse qui a pour mission de promouvoir l'utilisation des matériaux locaux en vue de réduire le coût de construction. Elle a été créée en 1990 et puis son premier conseil d'administration s'est tenu en 2001. Nos missions, c'est de former les personnes, c'est de pouvoir de construire des prototypes et amener la sensibilisation au niveau du public en vue de l'utilisation, d'enlever tous les pesanteurs qui pèsent sur le concept des matériaux locaux. Tel qu'a été intitulé, en reprenant la parole, je vais essayer de présenter à peu près la cartographie des matériaux locaux. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays en miniature. C'est un pays en miniature qui a beaucoup de régions susceptibles. Il y a des régions volcaniques, il y a des régions désertiques, il y a des régions forestières. Et dans toutes ces régions-là, on nous a présenté à peu près dans chaque région quels sont les matériaux trouvables. Et surtout, le Cameroun n'est pas traversé par ce qu'on appelle la ligne du feu, qui part des lignes de Fernando Po jusqu'au Mont Kapsiki. Vous avez aussi que le volcan fait aussi ses propres matériaux locaux. Donc, le moment venu, je pense que c'est en ce moment que je vais le message. Moi, c'est Pascal Bicoy, ingénieur sorti de l'école polytechnique, ingénieur de conception en génie civil. Je suis spécialisée dans les matériaux locaux, construction durable. C'est un sujet dans lequel je travaille actuellement dans mon activité professionnelle. Ingénieur de conception de génie civil, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Actuellement, je suis ingénieur chargé d'études à Big Up Engineering. C'est une entreprise qui fait dans la construction bois et nous sommes spécialisés dans la production et la mise sur pied des structures en bois lamelé collé. Donc je vais commencer avec la première question de cette interview. Monsieur Dimé, quels sont les types de matériaux locaux matériaux locaux plutôt écologiques si on veut, que la Mipromalo promeut aujourd'hui? Oui, permettez-moi d'abord de définir ce qu'on appelle les matériaux locaux. Il s'agit d'un concept. Vous savez, après la première conférence en 1980 sur l'habitat, qui s'est tenue au Canada, on parle de matériaux alternatifs, de matériaux appropriés pour rebondir maintenant sur les matériaux locaux. Les matériaux locaux, dans le concept camerounais, ce sont les matériaux dont la matière première est d'origine locale, admettant peu ou pas d'intrants importés. Compte tenu de notre niveau d'industrialisation, la primature, nous avons arrêté les matériaux locaux comme tous les produits admettant les intrants jusqu'à au plus à 30%. Vous avez une construction qui a moins de 30% des intrants importés est considérée comme matériau local. Et c'est que maintenant dans les produits,
Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention liminaire, j'ai évoqué la situation du Cameroun, que le Cameroun est un pays, c'est une Afrique en miniature. Il y a des zones montagneuses, par exemple les zones soudanaises sahéliennes. Nous allons trouver beaucoup des argiles qui sont utilisées dans la construction des structures, des logements, des bâtiments. Vous avez la fameuse case Mousgoum, qui sont des terres moulées. Et dans les cases Mousgoum, il y a l'impact sur l'écologie. Donc quand on parle même de ces matériaux locaux, il y a des paramètres. Il y a sur le plan écologique, le matériau local n'a pas vraiment de concurrence. Parce que la première chose, c'est d'abord l'isolation thermique, que ces matériaux dans cette zone sahélienne où les températures sont autour de 45 degrés. Il y a dans cette zone aussi, dans la zone extrême nord, on peut aussi utiliser, on utilise aussi les adobes. Il s'agit des terres, des simples terres, qui donnent des parfums moulés. Dans les zones du sud, dans les zones forestières, il y a par exemple l'utilisation des potopoto qu'on appelle simplement les torchis. On essaie ces potopoto à base de bambou de raffia, on injecte. Bon, il y a dans les zones de l'ouest, même de Yaoundé, vous-même vous êtes en train de voir la quantité de la pierre pour utiliser sur les ponts, de type romain, de pavage, les ouvrages de canalisation. De drainage, les ouvrages de drainage, des drainages d'eau, on utilise beaucoup plus de pierres. Donc il y a la zone de pierre. Dans les régions où il y a volcanique, par exemple, il y a les poudolanes qu'on peut utiliser dans la zone ces poudolanes. On les utilise aussi pour la fabrication et bien plus du ciment. Bon, mais ici aujourd'hui, dans cette zone montagneuse, il y a beaucoup plus de pierres, il y a beaucoup de poudolanes, il y a beaucoup de matériaux que nous sommes en train de valoriser. Nous regardons aussi dans les zones de côtières, du littoral ou dans les mangroves. On utilise beaucoup plus les trucs de raffia, les bambous de Chine, les bambous de Chine qui peuvent entrer dans la construction. Ces bambous de Chine, s'ils sont valorisés. Mais dans tous ces concepts-là, c'est que nous avons la problématique pour l'évolution des matériaux locaux. Je ne sais pas si j'ai beaucoup anticipé. Il y a d'abord les acteurs de la mise en œuvre. Vous savez, nos programmes scolaires sont des programmes qui viennent d'ailleurs. Par exemple, que ce soit politique ou travaux publics, on parlait très peu de matériaux locaux dans le cadre du développement des mesures de référentiel. Alors, il y a l'industrie du bâtiment au Cameroun, il n'y en a pas. Et il y a aussi le poids colonial. Lorsque vous utilisez la pierre, on dit que vous êtes pauvre. Donc il faudra peut-être utiliser les verres qui apportent, on ne sait jamais, qui peut-être auront un impact sur le climat. Mais sinon que les matériaux locaux, leurs bienfaits, leur vie, leur survie résident beaucoup plus à cette alternative sur l'écologie, sur la géographie et tout ça. Donc nous reviendrons sur les problématiques que pose cette filière dans l'éducation et le développement du secteur de l'immobilier au Cameroun et plus largement en Afrique subsaharienne. Nous avons préparé un spot que d'ailleurs Pascal nous a concocté de présentation des différentes étapes de construction d'une maison. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre 2 ou 3 minutes pour regarder ce qu'elle nous a préparé. Pour construire une maison, on commence par préparer le terrain qui va la recevoir en enlevant tout ce qui s'y trouve, tel que les arbres, les herbes, les constructions existantes, etc. Et en réalisant les différents terrassements, remblais, déblais, afin de rendre le terrain plat. Ensuite, on passe à l'excavation qui consiste à creuser le terrain. On va venir couler la fondation sur laquelle va reposer la maison. Cette fondation est généralement en semelle isolée ou même en radis général en fonction de la nature du sol porteur. Ensuite, on passe à l'élévation des poteaux, généralement en béton armé ou même en bois, et des murs qui peuvent être en parpaing de ciment, en briques de terre cuite ou même en panneaux de bois. Ensuite, on va poser le chaînage sur lequel va venir proposer la charpente, généralement en bois ou même en métal, et la couverture ou le toit qui peut être en tôle bac, en tuile ou tuile micro-béton ou tuile en briques de terre cuite ou en ardoise. Après ces différentes étapes qui constituent le gros œuvre, on passe au second œuvre, qui consiste en la pose de la peinture, l'électricité, la plomberie, les fenêtres et les portes,
le revêtement du carrelage sur le sol, etc. Après ces étapes, on passe à l'aménagement extérieur et enfin la décoration intérieure de la maison. Dans cette présentation très succincte des différentes étapes de construction d'une maison, vous avez été préparé pour nous permettre de continuer cette échange. Donc je vais poser la prochaine question à Pascal, qui est celle de savoir sur la base de ces différentes étapes, et si on s'appesantit uniquement sur la partie mur et toit d'une maison, quels seraient les différents types de matériaux écologiques qu'on pourrait utiliser? En région subsaharienne, dans notre En région subsaharienne, bien sûr, au Cameroun en Voilà. particulier. Le climat au Cameroun est tropical. Ouais. Au nord, il est beaucoup sec. Ouais. Il est sec et dans la partie sud, Ouais. il est plutôt humide. Ouais. Et les matériaux locaux qui permettent d'assurer le confort des habitants d'une maison, dans toutes ces régions-là, quand on les prend en général, sont les matériaux généralement faits à base de terre. Ouais. Il y a les matériaux à base de terre crue, Oui. comme les adobes, les torchis, etc., qui sont généralement utilisés plutôt dans la partie nord. Ouais. Et dans la partie sud, c'est beaucoup plus les matériaux cuits, les matériaux à base de terre cuite, comme la brique de terre cuite par exemple. Ouais. Et ces matériaux, la brique de terre cuite, adobe, etc., sont plutôt utilisés dans le remplissage des murs. Ouais. Mais sur le toit, on utilise des tuiles qui sont toujours faites en base de matériaux de terre et qui sont cuits par contre. Les tuiles sont cuites. Et généralement, c'est ces matériaux locaux-là. Mais après, il y a le bois, bien sûr, qui peut être utilisé comme élément de structure, mais aussi comme élément de remplissage des murs. Ok. Il y a le bois. Le bois là peut être le bois massif ou même le bois, on appelle les panneaux de bois, qui sont les déchets de bois qu'on comprime avec la résine. Cette technologie n'est pas encore très répandue au Cameroun. Si on veut ce genre de matériaux, il faut plutôt l'importer. Mais en général, ici, on utilise plutôt les bois massifs, les bois lamellés collés, par exemple. Je pense que M. Nawa pourra développer ce domaine-là. Voilà, donc, ok, parfait. Super. Ok, donc, Monsieur Bidimé, si on reste sur la même question, est-ce que vous avez peut-être des éléments en plus à nous préciser, à nous apporter? Juste quelques petites précisions, en disant qu'en élévation, comme il venait de le dire, le Cameroun c'est une zone écologique, on peut apprendre un matériau unique pour le transporter n'importe où. Bon, on sait qu'au niveau du plateau sud-camerounais, chez les Bantous, on utilise généralement comme matériau écologique la terre. Les techniques au niveau des élévations, on va utiliser peut-être les techniques de remplissage avec la terre, mais ces techniques ont des difficultés aujourd'hui au vu de l'évolution de la destruction des forêts. Donc on est en train de produire le BTC qui est la brique de terre comprimée, stabilisée, on peut ajouter un stabilisant pour renforcer. Ces BTC sont tellement écologiques et au niveau même, sur le plan technique, ils ont des réponses techniques, la résistance à la compression, à la flexion, ils ont des réponses économiques, c'est-à-dire le coût de revient de ces bâtiments et qui excluent l'utilisation de beaucoup plus de matériaux comme le béton armé, puisque un bloc de terre, la résistance à la compression est autour de 2 à 6 mégapascales. Vous voyez que même dans les zones, au nord aussi, on utilise aussi le bois dans la partie sud, mais c'est déjà le bois vert et il faut le transformer pour le sécher pour que ça soit plus résistant quand ce bois qui se retrouve ici, mais beaucoup plus dans l'industrialisation aujourd'hui. Dans la partie glace-fil, qu'on appelle la partie de l'ouest du Cameroun qui englobe le nord-ouest et de l'ouest, on utilise beaucoup plus de la pierre. Et la pierre au niveau des fondations, on les appelle généralement les fondations en béton cyclopéen. C'est des fondations beaucoup plus résistantes à la remontée capillaire des eaux et même résistant à la destruction. Au niveau des élévations, dans cette région, il y a beaucoup d'argile. Ils utilisent beaucoup plus les ados qui sont aussi aujourd'hui normalisés par l'Institut de normalisation baso-ministère de l'industrie. Et à l'extrême nord, on utilise une partie des ados et les briques cuites. Vous avez vu les inondations l'autre jour, vous avez observé les eaux, les sédiments qui se déversent lors des inondations créent beaucoup ce qu'on appelle dans la région de Yagua, on appelle les yari.
il y a beaucoup d'argiles qui sont superficielles comme en Europe. Mais la difficulté là-bas, c'est l'énergie. Nous avons un problème énergétique. Ça veut dire que s'il faut développer la technique de la brique cuite, elle est là. Il y a des épaisseurs qui vont à plus de 15 mètres en profondeur, mais il faut trouver une source d'énergie pour cuire cette brique. C'est pourquoi aujourd'hui nous adoptons beaucoup plus les techniques de stabilisation qui sont moins coûteux et moins consommables au niveau énergétique. Et si vous mettez le feu de brousse partout là, vous augmentez la... Et puis aussi au niveau de la toiture, la zone d'extrême nord, il faut utiliser les tuiles à micro-béton. Vous avez vu le Roman 2, les tuiles Roman 2, ils sont énergétiquement, donc le taux d'isolation est très élevé au lieu par rapport à la feuille de tôle aluminium. On vous dira que les enfants du Nord ne fréquentent pas. Vous ne pouvez pas les mettre dans le même contexte que le Sud, parce que là, les températures sont très élevées. Ils sont très élevées, donc il faut introduire rapidement la brique de terre, ce qu'on appelle la tuile à micro-béton, type roman de flamand et tout ça là. Donc, avec les petites tables vibrantes, on les superpose en haut et vous avez assuré l'isolation thermique. Ok, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, on a parlé du bois, on l'a déjà évoqué. Mais on sait que c'est un sujet très vaste. Et donc, je vais me tourner vers vous, M. Nawar, pour poser quand même la question de savoir, quand on parle d'une maison, justement, on a parlé des murs qui peuvent être remplis en bois. Globalement, quand on parle d'une maison, quels sont les différents paquements, les différents points de structure de la maison qui peuvent être utilisés ou réalisés en bois? Et quel type de bois est-ce qu'on a aujourd'hui au Cameroun pour le faire? Ok, merci M. Jean-Pierre. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que dès le départ, le choix des matériaux est fait selon l'environnement où l'on se trouve. Ok. Bon, le bois, heureusement pour nous ici au Cameroun, le bois est un matériau plutôt accessible. Donc, une construction en bois peut être faite une fois que l'on est sorti des fondations. Il est possible d'utiliser le bois pour réaliser la maison dans sa totalité. Dans sa totalité? Dans sa totalité. Même à la cuisine? Également. Également. Donc, effectivement. Donc, ce qui se passe, c'est que de façon générale, puisque pour l'instant, le béton est encore répandu, donc, classiquement, lorsqu'on arrive dans une maison, ce que l'on trouve, c'est quoi? Ce sont des éléments tels que les ouvertures, la structure de charpente qui sont en bois. Mais il faut préciser qu'il est possible de faire également toutes les autres parties de la maison à base de matériaux faits de bois. On parle des portes de toit. Non, de portes et de fenêtres. Pardon, portes-fenêtres. Portes-fenêtres. Pour moi. Probablement des linteaux, de la charpente aussi. Oui, également. Également. Et nous avons des feuillus et des résineux. Donc, les feuillus, ce sont des bois, en fait, l'arbre des bois sur lesquels on extrait le feuillu, ce sont des arbres à feuilles caduques. Donc, ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles de façon saisonnière. Par exemple, l'eucalyptus que nous avons à côté là. Et nous avons les résineux. Mais dans notre environnement, il est plus recommandé d'utiliser des bois issus de la famille des feuillus parce que ces bois présentent une certaine stabilité, une certaine dureté, ce qui favorise donc leur rigidité et leur durabilité dans le temps. C'est un peu drôle qu'on parle de bois et on est au bois de Sainte-Anastasie. Sainte-Anastasie. À Yaoundé. C'est un bel renseignement. Et je passe donc au prochain sujet qui est justement un autre spot qu'on vous a préparé et qui concerne cette fois une descente sur le terrain qu'on a fait à Figuil pour vous présenter le marbre à l'état brut là-bas. C'est inouï de voir autant de richesses dans un pays comme celui-ci. Donc on vous présente le petit spot. That's right.
les marbres qu'on exploite ici, pour avoir donc ce genre de marbre, on part donc procède à creuser d'abord dans le sol. Pour avoir ça, il faut nous les pioches, les baramiles, le gros marteau. Après avoir, on va creuser d'abord, on creuse. Si on est dans une surface si plane, on procède donc à cancasser avec le marteau. Après avoir brisé, donc, on prend le baramile et puis on déterre ça. Donc c'est ça qui nous fait donc avoir le bloc donc, de ces marbres. Après avoir, on transporte donc avec soit même avec le tricycle, soit à moto, soit on concasse là-bas directement. On met ça dans le sac et on amène ça, on stocke ça ici. Pour l'extraction des marbres, nous procédons comme suit. Nous allons d'abord au niveau de la carrière, qui se trouve à peu près à 6 km d'ici. Voilà, de toute façon, nous mettons dans les brouettes, les pousses. D'autres transportent aussi avec la moto, puisque c'est loin. De là-bas, nous arrivons donc ici au niveau du point de vente. En fonction des clients, bon, les prix diffèrent. Nous pouvons vendre à 1000 francs, 1500 voire 2000 et même plus. En fonction des couleurs aussi, les prix diffèrent. Nous avons 3 types de couleurs ici. Nous avons le blanc, nous avons le vert, nous avons aussi le noir. Donc en fonction des couleurs, les prix diffèrent. Et aussi, il faut noter que les goûts varient aussi en fonction des clients. D'autres veulent le blanc, d'autres préfèrent le vert, d'autres le noir. Pour décorer peut-être les maisons et tout. Donc c'est en fonction des goûts de tout un chacun. Les conseils que nous donnons aussi aux fidèles consommateurs de nos produits, nous leur disons toujours de faire attention parce que les marbres sont très tranchants comme le couteau. Ça nous blesse un peu partout puisque nous n'avons pas aussi des gants, des matériaux pour bien faire notre travail. Que nous les faisons en main libre. Nous sommes aussi exposés aux blessures et consorts. Même au niveau des consommateurs, quand ils arrangent cela ce jeu, eux aussi sont exposés aux blessures et consorts. Donc comme je le disais tantôt, vous voyez combien c'est inouï de voir autant de richesses présentes dans un pays. On en est fiers. Alors est-ce que cela est utilisé? C'est une grosse question. Et donc je me tourne vers M. Bidibé. Quand on regarde les constructions, on a le sentiment justement que le marbre est sous-utilisé en particulier. Et même si on veut élargir le sujet, les matériaux écologiques au Cameroun sont sous-utilisés. Quel est votre sentiment là-dessus? Et si je pousse la question plus loin, est-ce qu'il y a un problème de coût ou plutôt d'efficacité de ces matériaux pour l'utilisateur final? Oui, merci. Le problème, la problématique au niveau de l'utilisation courante de ces matériaux réside, comme je disais tout à l'heure, au niveau d'industrialisation et au niveau de la formation. Au niveau, par exemple, quand on prend le cas de Philippe, ce matériau est utilisé par un expatrié depuis 60 ans qui a pris tout le permis. Là, vous étiez, là, vous ne pouvez pas utiliser ça. Il y a un Italien, puisque au sein de la Micomalo, nous avons apporté des machines autour de la Grande Bretagne, où nous avons développé l'utilisation des carreaux pressés à base de ces bateaux. Donc, vous voyez à peu près un concessionnaire comme ça qui prend toute la région de Sigil, que ce sont ces marbres. Il est installé là depuis 60 ans. Il a une industrie ici à Yaoundé. Bon, tous les matériaux maintenant viennent par exemple des pays comme la Turquie qui sont beaucoup avancés. Mais sinon que ces matériaux n'ont aucun problème sur le plan technique. Mais sur le plan de la transformation, nous avons très peu d'équipements. Vous avez tout Yaoundé. Yaoundé, on appelle la ville de Neuf Collines. C'est le nièce de Yaoundé. On peut l'utiliser dans le pavage des routes que de prendre les carreaux. Donc mais on va tailler ces pierres à la manuellement. On n'aura pas à faire 1 km de route dans le plan IMO. Vous avez
cette chance que je suis aussi expert IMO. Nous utilisons beaucoup plus ces matériaux dans le cadre de la valorisation de la main-d'œuvre au Cameroun. Voilà les principes. Donc il y a par exemple le granit. Le granit qui est dans le sud, c'est de très bons matériaux, mais qui reste actuellement. Nous avons le calcaire, qui est pour la transformation par la zone de Mbalam, au confin de la frontière avec la République centrafricaine. Il y a le Mbalam qu'il faut transformer. Il y a la bauxite. La bauxite qui est dans le Mini-Mantap et dans la plaine Mini-Mantap et dans la Damawa, des milliards de réserves. Mais il faudrait des infrastructures pour pouvoir transformer ces matériaux jusqu'à les transformer en matériaux. Donc je pense que sur le plan technique, il n'y a pas de problème. C'est sur le plan de la transformation, c'est-à-dire des acteurs, c'est-à-dire l'équipement de production. Imaginez-vous pour produire la brique de terre au Cameroun, on doit prendre la Tessaram belge qui est fabriquée à rue de la Rivière, la Tessaram, ou alors en Afrique du Sud. Parce qu'il n'y a pas l'industrie métallique pour le faire, alors que nous avons de bons gisements de fer. Donc vous devez ou prendre des machines chinoises qui viennent de Golfe du Bengale, dans la ville française là-bas, qui fabriquent les orams pour fabriquer rien que la brique. Donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'à ce stade-là, il y a problème de transformation. Quand vous transformez en masse, vous vendez plus. Et c'est moins. Mais si vous taillez à la main, vous voyez, ça devient l'artisanat et ça devient un peu plus coûteux. Je vous ai aussi parlé de la formation. De la formation, pour nous, tout ce qui est béton est durable. Même si on fabrique les parfums, un sac de ciment à 80 sacs de parfums, donc des agglos. Or, avec la brique de terre, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, on peut construire une maison sans béton armé et en élévation. C'est-à-dire simple calcinage. Vous pouvez construire des salles de classe sans un béton armé. Donc, autant de choses. Donc, mais c'est problème de concept, problème de formation, problème des équipements de transformation. Nous avons eu la chance en 1986. L'ONUDI a failli essayer dans un programme au Cameroun de former les acteurs. Vous avez vu le centre de la francophonie, où Prater a eu à former les entreprises locales pour la transformation. Voilà. Donc, vous avez même vu le bois, les chalets qui sont derrière le ministère des Finances. Ça, c'est l'ONUDI. C'est un programme qui a été développé à Polytechnique. Mais il y a aussi ce concept colonial qui pèse. Et tant que vous faites une maison en bois, vous n'êtes pas riche. Et alors que... C'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, on voit bien que le sujet des matériaux écologiques, des matériaux locaux utilisés en zone subsaharienne est très vaste. On est bien conscient qu'on ne peut pas le couvrir dans une petite vidéo comme celle-ci. Et nous espérons quand même avoir apporté quelques éléments pour vous éclairer sur l'étendue de richesses qui sont disponibles localement pour pouvoir faire des constructions. Et donc pour clôturer notre échange, je vais faire un petit tour de table, comme au début d'ailleurs, pour vous poser la question de savoir, c'est vrai qu'on y a eu début de réponse, mais d'aller un peu plus amplement là-dedans. Quelles sont les méthodes, les artifices qu'on peut mettre en place pour pouvoir promouvoir davantage et rendre plus vulgaire, plus démocratique l'utilisation des matériaux écologiques? Je vais commencer par vous, ingénieur Nawa. Nawa. Ok, merci, M. Jean-Pierre. Bon, il va de soi, M. Dibim l'a indiqué, il va de soi que les matériaux sont disponibles, mais nous avons un problème de transformation. Un problème de transformation. L'existence d'une structure telle que la Mipomalo est une aubaine, puisqu'elle est chargée de promouvoir l'utilisation des matériaux locaux. Bon, maintenant, le grand challenge qu'il faudra relever est celui de la formation et de la mise à disposition on va dire, d'une industrie qui permette de transformer et d'augmenter la productivité de ces matériaux-là. Nous avons par exemple l'exemple du bois, l'exemple du bois, oui, qui pour arriver à disposition de l'utilisateur. Vous coupez la parole. Oui. L'Afrique centrale regorge quand même la deuxième plus grande forêt Exactement. du monde. Tu dis qu'on a une richesse de bois qui frôle un peu l'infini. Exactement. Si on reste à l'échelle terrestre. Exactement. Exactement. Comme je disais, donc, nous avons par exemple celui de la filière bois, par exemple. Notre bois, nous l'utilisons très peu parce que nous l'exportons.
l'industrialisation n'a pas encore été mise sur pied. Or, pour que le bois soit accessible, il faudrait qu'il soit exploité de façon industrielle. Donc, les défis qu'il faut relever pour que les matériaux soient accessibles à l'utilisateur lambda sont ceux de l'industrialisation pour augmenter la productivité et de la formation. Ok. Et de la formation. Ok, super. Merci beaucoup. D'accord. Et Pascal, est-ce un mot à dire sur le sujet? La problématique de la non-utilisation de ces matériaux locaux, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder, vraiment approfondir. Moi, je pense que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a le problème d'industrialisation. Mais je pense qu'avant même tout cela, il y a un problème de manque de connaissances. Ouais, la prise de conscience. Voilà, la prise de conscience, parce que pour l'instant, on ne construit pas forcément... il y a encore des problèmes de logement basique au Cameroun, par exemple. Donc, c'est-à-dire, le citoyen lambda aimerait juste avoir une maison confortable. Et il y a toujours le mythe, comme mon prédécesseur l'a dit, du béton, du ciment, qui est le seul matériau utilisé. Les gens ne savent même pas qu'ils peuvent utiliser la brique, qu'ils peuvent aller louer, par exemple, une machine au rame à Micromalo à 300 000 francs le mois, prendre la terre qui provient de leur terrassement et de faire eux-mêmes leurs briques. Ils peuvent s'auto-construire. Ça, c'est l'une des activités que la Micromalo propose aujourd'hui, l'autoconstruction. Avec une machine, on peut aller, lors du terrassement, donc, il y a de la terre, il y a beaucoup de terre. Parfois, ça ne sait même pas ce qu'on va faire avec cette terre-là. On peut la presser, la stabiliser. On peut prendre cette terre-là, amener à la Micromalo, l'analyser à 35 000 francs. Je crois que c'est ça, monsieur, à 35 000 francs. Et après, on la stabilise peut-être avec un peu de ciment, etc. Et on peut la presser, on peut l'utiliser. Beaucoup cherchent des endroits où vivre. Ils n'ont pas de l'argent pour acheter ces matériaux importés. Pourtant, ils ne savent pas qu'ils ont un matériau local là. Donc, je pense qu'il y a... Et ce matériau-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça garantit ce confort qu'on recherche. L'isolation thermique ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, sur le climat tropical, comme je disais tout à l'heure, généralement, le confort d'une maison est garanti à 25 degrés. Avec le climat tropical, pareil, 25 degrés, un habitant est confortable. Et ces matériaux-là, sans rien ajouter, pas de peinture, pas d'enduit, rien du tout. On monte juste les murs, bien, et on peut entrer, on peut s'installer dans la maison et tout. Donc, les coûts sont même beaucoup réduits aussi avec cela. Juste la brique, elle seule, permet de pouvoir se construire. Et même comme mon prédécesseur l'a dit aussi, même au niveau de la structure, de la superstructure même, sans poteau, on peut faire en disposant des briques d'une certaine manière, on peut se construire, s'auto-construire, sans rien du tout. Donc je pense qu'il y a un problème de communication, un problème de manque d'information, un problème aussi, les acteurs du génie civil ne connaissent pas, ou bien dans la facilité. Ouais, ils ne facilitent pas leurs clients, ils ne disent pas, ils ne communiquent pas cette information aux clients. Parce que si un particulier vient me voir, il dit que j'aimerais construire en brique, moi vu que je connais déjà, je peux lui proposer, pendant qu'il veut se construire, moi qui connais déjà, je peux lui proposer la brique de terre. Et je lui donne les avantages, il va m'écouter, puisque c'est moi qui suis spécialisé, lui c'est un profane. Donc je pense que si les acteurs même de la construction sont plus éduqués par rapport à cela et eux-mêmes, s'ils transmettent cela à leurs clients, s'ils proposent cela à leurs clients, on verra beaucoup plus de maisons comme ça, en briques. Et il y a ce problème de communication, ce problème de manque d'information. Et comme on l'a dit, le problème d'industrialisation à grande échelle. Voilà, je pense que si on arrive à gérer tout cela, à mieux communiquer, si nous les acteurs de la construction, on arrive à mieux conseiller nos clients, on verra beaucoup plus de maisons écologiques, beaucoup plus de maisons du coup adaptées à notre climat aussi. Confortables, parce que vous savez, avec les papins, on peut avoir le même confort, mais il faudra ajouter des isolants. Il y a des isolants naturels qui sont faits à base de laine ou à base de liège. Mais il y a aussi les isolants qui sont plutôt chimiques à base d'aluminium, à base de verre. On peut arriver à ces résultats-là, mais ce n'est plus naturel. Du coup, même pour le corps, ce n'est plus adapté. Donc, je pense que si on arrive à communiquer cette bonne information-là, on verra plus ces matériaux-là utilisés. Merci. Monsieur Didimé,
Donc, pour finir avec vous, la Micromalo a été beaucoup évoquée. Visiblement, vous êtes acteur majeur de la promotion des matériaux locaux. Pourquoi ça patine au Cameroun et en Afrique subsaharienne en général? Pourquoi cette filière ne s'est pas encore assez répandue? Que faire pour l'amener de l'avant? Oui, je pense que nos prédécesseurs ont déjà tout dit. Mais je pense que ce que vous évoquez en termes de matériaux locaux, oui. Vous voyez peut-être très peu de gens comprennent le problème énergétique, problème de transfert, d'isolation. Il faut être à l'école pour parler comme madame l'ingénieure, pour comprendre que le climat est en train de changer, beaucoup de choses sont en train de changer. Je peux bien construire une maison en matériaux locaux, en briques de terre, et non en matériaux en BTC, en briques de terre comprimées. Mais à l'échelle du temps, parce que ces matériaux, leur isolation thermique très élevée dans certaines régions. Mais vous pouvez construire aussi à côté en parfum. Vous devez mettre le clim. Quand vous mettez tous ces ingrédients-là, à l'échelle du temps, après 30-20 ans, vous allez vous rendre compte que ces matériaux étaient plus chers. Si j'avais utilisé les BTC, on n'aurait pas tous ces problèmes. Bon, moi aujourd'hui, il y a encore un autre problème qui revient sur le matériau local, le chômage. Les matériaux locaux sont des pourvoyeurs, ce sont des gisements de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des chômeurs. Nous avons 2 622 Camerounais qui sont derrière les mototaxis. Suivant l'Institut de statistique, j'ai dit bien, dans toutes les villes de l'extrême nord au sud, de l'est au sud, dans toutes nos frontières. Vous voyez que si on développe pour produire une brique de terre stabilisée, il faut 6 personnes. Ceux qui creusent, ceux qui compriment et ceux qui servent maintenant, on ne compte pas maintenant ceux qui vont aller utiliser dans le bâtiment. Donc ce sont des pourvoyeurs d'emploi. Donc, bon, maintenant dans la problématique, je vous ai parlé, c'est un problème de formation. Si on parlait même du ciment, nous ne sommes pas contre le ciment, mais l'utilisation rationnelle du ciment. Les gens nous ont dit pourquoi le ciment est fabriqué à Douala, la tôle est fabriquée à Lucam. Pourquoi vous n'utilisez, vous n'appelez pas ça matériau local? Oui, on peut bien fabriquer un matériau entre tes jambes, mais ça devient un matériau beaucoup plus conventionnel, classique. Par exemple, le ciment. Pour fabriquer le ciment, il faut importer le clinker. Il faut des grandes machines, vous avez vu à Bonabéry. Mais pour produire ma brique, je n'ai pas besoin d'aller construire, j'ai besoin de 2 mètres carrés pour placer ma presse et presser. Et la terre est là renouvelable, les mesures environnementales sont prises. Pour produire peut-être le toit, comme peut-être du sable à Marois, comme il y a eu des inondations, le sable coûte moins de 3 000 francs le camion. Vous vibrez et vous positionnez. Pour un sac de ciment, vous avez peut-être 6 mètres carrés de tuiles. Vous voyez à peu près. Vous avez peut-être, par exemple, dans les zones de Grassfield, vous avez la paille. Vous avez la paille et même les adobes, on n'a pas besoin tellement de faire recours à l'utilisation du ciment comme du stabilisant. Nos ancêtres ont utilisé les stabilisants comme la bouse de bœuf. Quand vous voyez les mamans faire les potos comme ça, ils mettent la bouse de bœuf, ils mettent la paille à Fogo Tongo, à Tchang. Ils fabriquent, ce sont des matériaux extrêmement résistants. Mais je vous ai parlé aussi, c'est le domaine de la formation, le domaine de la normalisation. Aujourd'hui, les Chinois prennent tout le marché au Cameroun. Nous sommes d'accord pour Italie, mais les Camerounais, plus de 3 millions, plus de 20%, je ne sais pas, excusez-moi, 20% des chômeurs sur les 30 millions que nous consommons. Donc les matériaux locaux, il y a ce problème d'industrialisation. Si nous avons ce problème d'éducation, ce problème même des acteurs, c'est-à-dire la Micromalo n'est pas une structure de construction, la Micromalo est une structure de recherche. Nous mettons par exemple le béton, on a le ciment alternatif aux jeunes ingénieurs, aux jeunes chercheurs. Comment réduire, utiliser le ciment alternatif à la place de tel ciment? Comment utiliser la chose? Comment utiliser tel matériau? Donc nous sommes une structure de recherche. Nous avons besoin d'un cadre privé. Il faut renforcer le secteur privé dans le domaine de la construction au Cameroun. Pas un secteur privé sur le papier. C'est-à-dire que prendre le relais pour construire la seule usine que nous avons connue. Par exemple, il n'y a pas d'usine de fabrication de la brique au Cameroun. Vous imaginez, nous avons tout simplement des études à la Micromalo. Donc on a visité le pays comme le Rwanda, tout le Rwanda est rouge. Nous avons fait une seule usine qui ravitaille même jusqu'en Angola. Nous avons des matières premières, mais nous n'avons que la transformation de ces matières premières. Et là, il faut respecter le secteur privé. Il faut que le secteur privé se réveille et prenne les choses en marche. Tout à fait. Bien, monsieur Idimé, madame Bikoy, monsieur Nawa, merci beaucoup. Quand la diaspora s'intéresse aux paysans, nous sommes très contents. Parce que généralement, les choses comme ça se passent à Eton, où il y a les biscuits, où il y a
les bouteilles d'eau. Mais aujourd'hui, avec mes jeunes chercheurs, les experts sont polytechniciens. Vous voyez ces jeunes, ils travaillent dans le secteur du bois. Oui, tout à fait. Vous voyez que chez nous, il y a les azobés, il y a les atuis, il y a les mungalés, il y a tout ça, ces bois durs. Dans le coffrage même des bâtiments. Dans le coffrage, il y a le bois blanc, le flaquet, qu'on utilise même dans les charpentes, la dessert à cause de la chaleur. Donc, monsieur, il faut maintenant travailler ce bois-là, mais tout ce bois part à l'export. Nous utilisons les déchets que nous utilisons au Cameroun pour construire. Et quels déchets? C'est les verres. Donc, vraiment, je pense que nous vous remercions pour la diaspora. Ça, c'est la vraie diaspora. Merci. Bravo à Mexico. Merci beaucoup, merci. Nous contribuons autant que vous d'ailleurs à construire autant qu'on puisse un monde qui est durable, un monde pour lequel nos descendants seront fiers. Et donc merci encore d'avoir été disponible, de vous être rendu disponible pour cet échange. Puis à très bientôt. D'accord, merci, à bientôt. Merci de votre écoute. J'espère que vous convenez avec nous qu'il y a de très nombreuses et très belles œuvres à réaliser en matériaux locaux. Pour le moins, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à un grand nombre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.